Merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette séance super spéciale de OSECU avec notre invité d'honneur Diego Briceño, un ami producteur d'origine colombienne, établi depuis très longtemps à Montréal. 30 ans. Et que j'ai eu le plaisir de connaître dans les cadres de Sunny Side of the Dock, un festival et aussi un marché des films documentaires il y a quelques années. Et donc Diego menait dans ces différents marchés un événement appelé les Cuban Hats. Et donc dans les Cuban Hats, il apprenait, il montrait des nouveaux projets, il apprenait des producteurs à pitcher. Et c'est dans ces contextes-là qu'on s'est connus. Et il a poursuivi sa carrière très malimment dans les côtés production. Et on se retrouve maintenant ici. Au Mexique, on s'est retrouvé au Mexique après ça. Je pense quand j'allais DocsDF, qui est maintenant DocsMX. En tout cas, ouais, on se connaît. Et donc, c'est un peu un background très important quand même dans la pratique de la production à travers d'une entreprise qui a une structure différente, c'est-à-dire c'est une coopérative. Mm-hmm. Déjà, ça porte une logique différente peut-être de la façon de créer des liens moins hiérarchiques par rapport aux collègues, aux scénaristes, aux directeurs, réalisateurs. Et donc, à cause de peut-être ça, en 2020, en plein contexte pandémique, tu te fais engager par les fonds de médias du Canada et pour la branche et diversité et égalité. Inclusion, désolé. Et là, tu mènes un projet de recherche, notamment sur les producteurs qui sont au Canada, qui appartiennent à des communautés sous-représentées, on va dire ça. Donc moi, en tant que doctorante mexicaine à l'Université de Montréal, peut-être que je peux sentir cette appartenance-là à ces groupes minoritaires, on va dire. Et donc, c'est ça un peu les sujets qu'aujourd'hui, on voudrait traiter de façon aussi peut-être de faire des points sur aussi vos intérêts en tant qu'étudiante, en tant que vos expériences aussi faisant des projets. Et donc bienvenue, Diego. Merci Katia. C'était à toi. Le plateau est à toi. Merci Katia. Donc voilà, une carrière, j'ai commencé en tant que monteur, surtout en documentaire. Après sa réalisation, j'ai créé une boîte de production en 2000, imagine, ça fait longtemps, donc, qui existe toujours. J'ai quitté la boîte après quelques années. Il s'appelle Peripheria, ils produisent des longs métrages, des documentaires, des fictions. Après ça, effectivement, j'ai commencé une coopérative, j'ai cofondé, on était plusieurs membres, à cofondé une coopérative qui s'appelle Maquila, avec une K. L'idée, c'était à cette époque-là, comment s'entraider surtout entre immigrantes. On était une gang d'immigrantes, beaucoup de latinos, mais pas juste. C'était toujours un peu l'intérêt, pas juste des latinos. On avait quand même une diversité des gens, même des gens d'ici, c'était vraiment éclaté, mais c'était vraiment comment s'entraider d'une autre manière. C'est vraiment jouer avec d'autres formes d'organisation moins hiérarchiques, où on gardait tous un peu un mot à dire dans nos productions. Pas facile. Le système n'est pas conçu pour ça, je vous dis tout de suite. Mais voilà, je pense que ça vaut l'expérience et c'est quand même gratifiant parce que ça fait une chose importante, que ça développe un réseau. Beaucoup d'immigrants ici n'ont pas de réseau, donc avoir des communautés comme ça permet de développer des réseaux, c'était très important. Puis aussi rentrer dans la logique un peu de chercher des subventions, de monter un organisme, tout ça, ça fait partie de la vie de la création au Québec, je dirais, même plus qu'au Canada. Je trouve que cette vie associative
Et puis, vraiment développer des projets, un peu la vie, projet par projet. Donc voilà, comme tu dis, en 2020, c'était septembre, donc imagine, juste après tout ce qui est arrivé aux États-Unis, l'assassinat de George Floyd et tous les mouvements Black Lives Matter, etc. Et totalement, ça a réveillé un peu au Canada des choses que beaucoup d'organismes n'avaient pas vraiment avancé trop. Puis voilà, j'ai embauché donc en tant que responsable des programmes d'équité et inclusion au Fonds des médias du Canada. Et là, je m'ai arrêté un peu juste pour voir combien parmi vous vous connaissez les Fonds des médias du Canada. Juste un petit levée de main. OK. Ici, quelqu'un. Mais je pose la question parce que moi-même, moi, j'étais client du Fonds des médias du Canada, donc j'étais un producteur et je cherchais du financement, mais je me suis rendu compte rapidement que beaucoup de gens, surtout des gens indépendants, des talents émergents et beaucoup de gens, disons, des communautés sous-représentées, issues de la diversité, tous les termes qu'on peut utiliser ici, on va utiliser tous et rien parce que bon, ça n'arrête jamais. Beaucoup de gens ne connaissaient pas le Fonds des médias du Canada. C'est le plus grand fonds de financement des médias au pays. Donc, c'est 360 millions de dollars environ par année en financement des productions audiovisuelles. Donc, c'est important pour tout le monde qui fait... Mais on a tendance plus souvent à parler des téléfilms ou des conseils des arts, la SODEC, évidemment, au Québec. Donc, voilà. Moi, j'étais beaucoup intéressé au Fonds de médias parce qu'il avait une volet interactive, donc qui finançait des productions interactives. À l'époque, j'étais intéressé à ça en tant que producteur. Et puis, voilà, j'étais un peu client. Puis, à ce moment-là, les gens cherchaient un producteur qui avait une expérience en tant que, en guillemets, client. Moi, je n'avais jamais travaillé dans une institution de cette envergure au niveau national. Donc, c'était quand même une expérience. Et puis, voilà, une expérience aussi un peu, en guillemets, dans le système, non? Dans le système de financement plus costaud au Canada. Et donc, rapidement, une de mes premières questions quand je suis embauché, c'est, bon, en général, on parle des sous-représentés, communautés sous-représentées, où sont les chiffres? Oh. Et puis, à ma surprise, mais je pense que la surprise de beaucoup de personnes, dans ces moments-là, il y avait très peu de chiffres, on ne savait pas, donc on parle un peu de façon spéculative de c'est quoi la sous-représentation. Même le concept de représentation est toujours problématique. D'ailleurs, j'invite les académiciennes à discuter parce que c'est une question existentielle qui vraiment prend de plus en plus d'envergure. Où est le seuil de représentation, ou sous-représentation? Donc, c'est vraiment une discussion qui m'intéressait. Mais à l'époque, je dis, OK, regardons les chiffres pour commencer. Puis, voilà, on avait très peu de chiffres. Donc, à ce moment-là, on était en COVID, je peux vous rappeler, 2020, pas mal de COVID. Donc, le gouvernement fédéral avait comme alloué un montant d'argent pour aider aux producteurs, productrices de différents créneaux. Et à ce moment-là, je pense dans l'environnement qu'on vivait à l'époque avec tout ce qui arrivait aux États-Unis, donc il y a une priorité pour les communautés qu'on appelle maintenant racisées, encore les termes. À l'époque, on parlait très à l'anglais, tu vois, BIPOC ou BIPOC. BIPOC, quand je dis BIPOC, c'est parce que j'inclus la I des autochtones, indigenous. Et BIPOC, on parle des Black et People of Color, donc BIPOC. Bref, c'était toute la terminologie quand j'étais gérante. Je dis, OK, on sait c'est qui ces gens-là, est-ce qu'ils ont besoin de l'aide, mais on ne sait même pas combien ils sont, qu'est-ce qu'ils ont besoin, etc. Donc, il y a des choses qui arrivent comme ça dans la vie. Donc, on avait quand même un mandat avec moi et ma collègue vraiment rapidement débourser de l'argent pour aider des producteurs qui pourraient être mal pris dans la situation dans le COVID à ce moment-là. Et donc, on a lancé donc un fonds un peu d'urgence pour aider ces gens-là. Mais, en échange de ça, on a décidé de demander aux gens de remplir un formulaire assez costaud. Donc, vraiment des données très, très, très profondes, autant sur l'identité, sur leur boîte, sur les financements, et surtout sur les défis, les obstacles des financements. Donc, c'était vraiment intéressant. Et puis, juste pour vous dire, on avait environ 4 millions de dollars
et ils ont parti, et c'était des bourses entre 30 000 et 60 000 dollars environ. Et c'est parti en 24 heures. Pouc, l'argent, donc avec certains critères, avoir un projet déjà fait, une boîte établie depuis X temps. C'était vraiment incroyable. 160 quelques boîtes au pays. Et puis voilà, donc ça a commencé mon travail. C'est vraiment c'est le démarrage de ce travail-là, qui donc aligne depuis le début un peu le travail de développement, le design des programmes d'aide aux communautés sous-représentées, et puis avec un minimum d'analyse des données. Donc comment on peut utiliser les données pour comprendre les besoins, pour comprendre et faire les suivis sur les différents besoins des différentes communautés. Donc, en 2000, donc ça c'était 2020, 2021, donc on a lancé un programme, donc j'ai aidé à mettre en place les premiers programmes pour les communautés racisées. Là, j'ai commencé à ce moment-là à utiliser le terme racisé. Je vous avoue qu'à ce moment-là, c'était pas si populaire comme terme. Les gens avaient, surtout en français, mais même en anglais, avaient un malaise avec les termes. Moi, en tout cas, à un moment donné, il faut trouver un terme. Il n'y a pas de terme parfait, mais je pense qu'à l'époque, ça parlait de quelque chose. Puis ça se traduit bien parce que c'est, racialized, racisé, c'est un désavantage. Je trouve que person of color, personne de couleur, ça se traduit très mal. Donc voilà, c'est des raisonnements qu'on a eu à l'époque. Donc c'est créé donc les premiers programmes pour les communautés racisées. Donc PPCR, programme pilote pour les communautés racisées, qui est toujours actif. Donc un programme qui finance la production, développement et pré-développement des projets, disons, destinés à la télévision. C'est ça les grands éléments clés pour le fonds des médias, la plupart d'argent. L'argent qui est pour les productions audiovisuelles linéaires, c'est que c'est toujours un peu aligné avec la télé. Donc, comme vous avez besoin toujours d'un peu soit d'une lettre ou d'une licence ou quelque chose, un lien avec la télévision linéaire. Et là, je dis la télévision linéaire traditionnelle aussi parce que ça compte aussi les plateformes, mais c'est quand même les télévisions qui sont reconnues par la CRTC, par la Commission de télévision et radiodiffusion du Canada. Donc voilà, donc on a lancé ce programme-là, je me fais voir tantôt, mais à côté de ça, donc c'était vraiment un programme destiné aux communautés racisées. Il existait déjà un programme pour les communautés autochtones, mais ça commence un peu le dilemme de comment on sait quand une personne est racisée ou pas. Est-ce qu'on lève la main, puis on dit, on croise les doigts que c'est les bonnes personnes. Donc c'est vraiment une tâche très, très, très complexe et très délicate. C'est parce qu'on rentre dans la patate chaude de l'identité. Non? Je pense que vous êtes ici à l'université habitué à ça. Je pense que ça se discute, mais ça se discute aussi délicatement parce que c'est vraiment... c'est toujours un terrain imparfait, c'est rempli de pièges et de complications. Donc, à cause de ça, tout de suite, quand on a lancé ça, au début, c'était vraiment cocher juste une boîte. Et puis, voilà, on vous croit. Mais tout de suite, j'ai commencé donc à développer, je vais juste me bouger là, j'ai développé un système qui s'appelle Persona ID. Donc, c'est vraiment moi, mais... J'ai donné le nom, puis un peu le design. C'est clair qu'il y a toute une équipe autour qui a conçu ça. Donc, Persona, c'est un système d'auto-identification pour que les gens soient eux-mêmes capables de s'identifier. Avant ça, c'était les producteurs. Donc, par exemple, une maison de production qui va déposer un projet disant « Ah oui, j'ai tant de personnes, tant de femmes, tant de personnes de couleur. » Tu vois, c'était vraiment... un peu un programme très subjectif à l'époque, puis c'était vraiment c'était le producteur qui, en guillemets, déclaré, et donc avec Persona ID, on peut lui dire un peu, il est juste, donc les personnes donc, qui souhaitent donc faire une demande et considérer pour les différents programmes et incitatifs, parce qu'il n'y a pas juste des programmes, mais il y a des incitatifs. Par exemple, il y a des programmes où si plus que 40% de l'équipe clé, des personnels clés, souvent on parle direction, réalisation, scénarisation et production. S'ils viennent de certaines communautés, bon, il peut y avoir 2 petits points de plus dans la grille d'évaluation, par exemple. Donc, tout ça, ça se compte avec Persona ID. Donc, c'est vraiment un système de collecte. Au début, c'était une identification, mais
qu'est-ce qui arrive à la fin, c'est vraiment, ça devient un système de collecte de données important parce qu'on commence à voir donc de plus en plus de chiffres pour décortiquer l'impact et puis qui reçoit de l'argent, quel projet réussit ou réussit pas. C'est un travail quand même assez complexe parce qu'évidemment, surtout en 2021, tu as encore là, ça commençait toute la sensibilité, quels termes utiliser, quelles questions on peut poser, pas poser. C'est clair que c'est pas juste les communautés racisées ou autochtones, c'est tout l'enjeu des les communautés du LGBTQ+, les personnes en situation de handicap. Pour les fonds de médias aussi, par exemple, c'est très important les communautés minoritaires, des langues officielles minoritaires, donc les francophones hors Québec, puis même les anglophones au Québec. Donc, c'est des communautés qui ont fait un peu la veille pour s'assurer qu'ils reçoivent aussi leur financement. Et puis voilà, donc c'est vraiment le début. Donc tout ça, en 2021, on a fait le design. C'est vraiment déployé en 2022. Et puis depuis ce temps-là, donc on a donc la plupart des gens qui déposent un projet déclarent leur identité. Alors c'est volontaire. Puis la plupart des questions, tu peux dire, je préfère ne pas répondre. Mais voilà, donc c'est l'introduction à la discussion. C'est plus pour vous dire un peu dans mon contexte. Je suis donc c'est intéressant parce que évidemment je m'identifie en tant que personne racisée chez Douane, parce que ça fait partie de la réflexion. Puis comment, à partir de ma propre identité, j'essaie comme de faire la veille sur cette mélasse d'identités qui sont vraiment pertinentes dans ce cas-là pour les fonds des médias du Canada, qui est un fonds d'ailleurs qui est un fonds mixte. C'est pas un fonds de l'État, c'est un partenariat public-privé. Et puis qui après ça, par la suite, a été donc tout ce travail qu'on a fait d'identité a devenu un peu la base pour d'autres fonds, pour d'autres réflexions, pour d'autres organismes qui ont décidé de faire la même chose. Donc, et puis on continue sur ça. Donc basiquement, c'est pas fini. Des enjeux actuellement, on peut discuter. C'est clair qu'on a différents organismes qui posent différentes questions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Toute la question de la confidentialité, la méfiance, évidemment, tout système qui va garder votre identité. Puis comment on peut utiliser ça pour faire du bien, dans le sens que comment on peut utiliser ça, pas pour exclure, pas pour créer des silos, des ghettos, isoler les gens, mais comment s'assurer qu'avec ces processus-là, on garde en tête que l'objectif est quand même plus la collaboration que l'exclusion. Donc, c'est tous des défis hyper complexes. Donc aujourd'hui, on est dans le processus de l'analyse de la première année des données. On est aussi en train de faire l'évaluation de ces programmes-là qu'on a créés à ce moment-là. Les programmes que je dis, les programmes incitatifs. Puis comment on construit un système donc, pour que les décisions, la prise de décision, puis et la communication avec les communautés, ça soit très transparente et basée de plus en plus sur des données. C'est un peu chaud parce que c'est clair que ce n'est pas juste les données qui vont nous donner toutes les réponses, mais je trouve de plus en plus que c'est un point de départ hyper important. Donc je laisse là pour te laisser des questions à poser. Et on peut jouer avec ça, j'ai d'autres choses, mais voilà, pour l'instant, on peut laisser là comme ça. Merci beaucoup Diego de cette présentation ou introduction. Il y a plusieurs points que j'aimerais repérer. C'est les fonds les plus grands du Canada pour financer des contenus audiovisuels, mais aussi numériques, et les jeux vidéo, etc. Et donc la plupart des Canadiens ou des locaux ne connaissent pas énormément, c'est pas très populaire, ça c'est intéressant. Première chose. Et deuxième chose, en effet, les choses ont beaucoup changé après la pandémie. C'était un moment assez obscur, mais à ce moment-là, tous ces mouvements sociaux aux États-Unis et ailleurs, je pense que ont beaucoup contribué à dire, même je pense au sein des institutions, dans les sièges, dans les conseils d'administration de ce type d'institutions, les mondes a dit bon, on veut changer, on veut directionner, on veut inclure des autres identités. Alors, il va falloir que dans les
cadre de la gouvernance de notre propre institution, on doit accueillir des gens qui viennent qui ont telle et telle origine pour qu'au moins on peut créer une politique cohérente par rapport aux besoins réels. Ça, c'est super aussi quelque chose au niveau de gouvernance. Très intéressant. Troisième point, c'est tu parles sur des données comme matière prime pour la création des programmes de financement, des créations de politiques publiques, etc. Mais je me demande à quel point toutes les questions qualitatives, parce que c'est vrai, on est dans les domaines de l'économie du cinéma, de l'audiovisuel, on parle des finances et on parle du numéro. Mais il y a aussi des choses à évaluer du côté qualitatif que parfois il nous échappe. Hein, parce que c'est finalement cibler des comportements sur les longs termes. Et ça, on a beaucoup moins des outils pour faire un suivi plus précis. Et si vous avez envisagé aussi à faire une sorte de triangulation par rapport à ces données et puis faire aussi une analyse qualitative. Quatrième. Oh, quatrième. Je pense. Le quatrième, c'était surtout, tu parles des postes clés dans une entreprise. Et ça compte des points pour qu'ils reçoivent ou pas de l'argent. Et donc là, tu comptes les producteurs, peut-être, les réalisateurs, les scénaristes. Correct. Et c'est tout, hein? Pour l'instant, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'ils arrivent avec... c'est au sein, notamment de scénaristes, que les histoires se produisent. Hein? Donc, sont les créateurs à la base de la propriété intellectuelle, la chose qu'on va commercialiser. Du coup, mais il n'y a pas que eux, en tant qu'artistes, qui contribuent à la fabrication d'une œuvre filmique, audiovisuelle. Je pense notamment au chef de caméra, au directeur photo, monteur, peut-être aussi des comédiens parfois. Hein. Et ça, c'était une des questions qui était beaucoup poussée dans la grève de Hollywood des artistes, des comédiens et des scénaristes pour dire nous, les grandes plateformes, ils ne nous payent jamais les redevances sur notre propriété intellectuelle. On crée la propriété intellectuelle, mais on ne se fait jamais payer. On ne touche pas vraiment des redevances par rapport aux plateformes et Donc, je trouve que là, il y a un enjeu intéressant par rapport à dire, est-ce que c'est vraiment ces 3-4 postes les seuls comme créateurs de la propriété intellectuelle? Et l'autre question, c'est comment vous assurez que cette propriété intellectuelle est vraiment... Les propriétaires sont les personnes racisées. Parce que ça se trouve qu'il y a des projets qui vont se monter avec des coproducteurs, peut-être en Europe, peut-être aux États-Unis, et notamment des plateformes, hein, et que finalement ils acquièrent les droits des auteurs, non, les copyrights, et là les personnes, opérateurs, créateurs, perdent un peu leur propriété. Et donc là, je trouve que c'est un sujet fascinant qu'on peut aborder, notamment par rapport à ces programmes que tu as contribué à sa création. OK, donc tu vois en ordre. J'ai perdu un parce que, bon, tu as commencé par la gouvernance, non? Oui. La gouvernance? Oui. Oui, la gouvernance, c'est un enjeu important. D'ailleurs, quand on a commencé, j'ai rentré avec une collègue dans ce défi comme responsable des programmes d'équité et inclusion. La première chose, c'était créer une stratégie d'équité et inclusion. Puis, ça faisait partie des priorités. C'est un peu, tout se concentre où est le pouvoir, non? Le pouvoir décisionnel dans n'importe quel système comme les nôtres. Et dans un système qui est basé beaucoup sur le financement public, bon, c'est clair que la question se pose sur qui prend la décision, qui a le dernier mot sur les décisions à l'interne. C'est quelque chose qui a été lancé, mais c'est pas facile parce que
on parle là, par exemple, d'avoir des cadres donc, qui vont monter dans les échelons des différents organismes. Je dirais qu'on n'est pas rendu là encore au Canada pour avoir des personnes, surtout, je dirais, autochtones, racisées, dans les positions décisionnelles. Je pense qu'il a une conscience, mais aussi une résistance parfois de certaines... c'est pas facile. Et à la fois, comme je dis, beaucoup de ces gens-là n'ont pas fait tout le processus-là de monter un pas à la fois et être dans une position et avoir l'expérience nécessairement pour prendre ces positions-là. Mais je pense que la conscience est là. Je pense que les nouvelles générations sont plus à l'aise avec ça. Je pense que quand même ici, souvent, dans beaucoup d'organismes, c'est l'ancienneté qui compte, l'expérience qui est importante, mais c'est difficile dans ce contexte-là d'avoir des nouveaux visages parfois qui rentrent dans les structures de gouvernance. Et pour le Fonds de médias, l'effort a été fait surtout avec les conseils d'administration, d'habiliter des nouvelles personnes dans le conseil d'administration, mais ça reste quand même un travail à suivre. Et deuxième point que je me rappelle, c'est raconter, décider avec les données, les quantitatives versus les qualitatives. Ça, c'est une bonne question que on peut discuter longuement ici en académie, surtout. Dans la réalité, c'est complexe parce que c'est clair que... Mais bon, premièrement, pour les programmes, par exemple, programme autochtone, programme pour les personnes racisées, il y a des jurys. Donc, il y a toujours des jurys qui sont 100% des personnes. Donc, pour le programme autochtone, c'est 100% des autochtones. Pour les communautés racisées, c'est 100% des jurys de ces communautés-là, d'une diversité des communautés. Donc, ça, c'est un peu l'approche pour la lecture du dossier, puis faire une analyse un peu plus dans le côté, disons, les éléments artistiques d'un projet. Et d'autre côté, on a aussi, depuis presque le début, aussi on demande une déclaration des producteurs ou quelque chose qu'on appelle maintenant des positionnements narratifs. Donc, comment tout projet, d'ailleurs, qui rentre au Fonds des médias, explique un peu les positionnements de ceux qui décident et ceux qui, donc la production, les personnes qui contrôlent un peu, qui ont le contrôle créatif. Donc, par exemple, si quelqu'un est en train de faire un projet sur une communauté à laquelle il n'appartient pas, comment elle explique cette distance et comment elle peut faire des efforts pour pallier un peu à cet écart, un peu, pour dire quelque chose. Mais en même temps, c'est très complexe. Ça développe. C'est un débat de société aussi. C'est pas facile de dire, oh oui, tout le monde... disons, théoriquement, on pourrait dire, ah oui, absolument, toute histoire autochtone devrait être racontée par des personnes autochtones. Mais il y a beaucoup de flou, puis c'est quand même... Il faut quand même, je pense que l'idée, c'est pas interdire quoi que ce soit, mais c'est juste encourager la réflexion plutôt qu'autre chose. Mais en même temps, on rentre dans ces territoires que c'est difficile de trancher vraiment noir sur blanc, je trouve souvent. Donc, parce que c'est quand même de l'expression artistique. Et il y a des collaborations qui peuvent se produire en toute justesse. Il y a des personnes qui n'appartiennent pas à une communauté qui peuvent quand même réussir à avoir une authenticité à raconter l'histoire. Donc, quand on rentre dans ce territoire-là, on rentre dans un territoire qu'il faut faire beaucoup d'attention. Puis je pense que le Fonds des médias, qui est un fonds qui fonctionne beaucoup par formule, un peu par analyse des dossiers, par des grilles très chiffrées, c'est difficile de rentrer dans trop la subjectivité ou la nuance extrême. Mais je pense que c'est un travail plutôt collectif, donc dans la société, des discussions, si les gens pensent qu'il faudrait faire quelque chose, changer les règles de jeu, les fonds de médias sont toujours ouverts à la consultation, et on peut tout le temps écrire, proposer des solutions, des changements, puis je dirais sincèrement que tout ça, ça compte. Surtout quand on reçoit des recommandations qui viennent d'un groupe, d'une collectivité, quelque chose qui disent, regarde, on inquiète pour ci, pour ça, et propose des changements. Tout ça, c'est tenu en compte. Est-ce qu'à la fin, on peut tout régler? C'est clair que c'est très difficile. Et là, je parle
c'est difficile. Moi, je portais un peu le chapeau avant, de OK, non, il faut tout changer. Mais là, quand tu rentres à l'intérieur d'un système de financement comme ça, c'est comme, tu vois, c'est des rouages qui, tu changes une chose, puis ça fait un autre effet. Puis, au Canada, je pense qu'il y a une attente de stabilité quand même, que les gens soient capables de penser qu'un financement va être là pour 2-3 ans, parce que je commence à développer un projet là, je m'attends que le même programme soit plus ou moins toujours disponible dans un temps à venir. Donc, une institution comme le Fonds des médias a un rôle à jouer dans la stabilité du système, mais à la fois une responsabilité pour les changements. Donc, c'est toujours ce défi-là qui est important. Et la représentation, je ne sais pas, peut-être je saute un des points, mais la représentation, oui, c'est une discussion intéressante. Regarde, on a commencé l'enjeu de réalisation, production, scénarisation. On emprunte beaucoup de qu'est-ce qu'on a fait dans le passé, puis en consultation avec les communautés autochtones. Pour les communautés autochtones, quand je rentre, c'est déjà un peu la base. Je me guide beaucoup par ça. Je pense que au Canada, surtout, je pense qu'on part un peu. Pour moi, c'est toujours la base, aller à la rencontre des communautés autochtones. Puis, c'était en consultation avec eux que la décision est aucun projet. La question était quand est-ce qu'un projet peut être considéré en guillemets autochtone. Puis, la décision à ce moment-là, c'est la propriété est 51% en main des productrices ou producteurs autochtones. Puis, 2 des 3 rôles, donc, et en fait, le producteur doit toujours être là en tant qu'autochtone pour les fonds de médias. Puis après ça, soit la réalisation ou soit la scénarisation devrait être dans les mains des personnes autochtones. Pas tout, donc c'est pas 100%, c'est pas 3 sur 3 et 100% des actions, de l'actionnariat. Ouais. Non, actionnariat. Actionnariat, oui. Donc, c'est 51%, comme tu dis, oui, peut-être les 49% qui restent, c'est dans les mains d'autres personnes, d'une institution qui n'est pas autochtone, etc. Européenne. Oui, mais au fond des médias, c'est beaucoup la production canadienne, donc c'est plutôt rare d'avoir vraiment des sexismes et des structures trop complexes. Mais si c'est une coproduction officielle, c'est une autre chose. Donc, quand c'est une coproduction officielle, tout compte comme canadienne. Donc, c'est une réflexion. Donc, on a emprunté un peu la même logique pour considérer un projet autochtone pour considérer un projet, en guillemets, racisé. Un peu la même logique, 51% ou plus de l'actionnariat et producteur de cette communauté-là, puis un des deux. Donc, on suit un peu la règle pour standardiser un peu. Mais effectivement, la question se pose. C'est clair qu'au Canada, on utilise beaucoup les règles de la CRTC pour aider, en fait, des téléfilms et toutes les institutions pour décider si un projet est canadien avec les points qu'on appelle les points CAFCO. Donc, les points, c'est effectivement les comédiens, réalisation, le même poste, mais en plus de ça, ça compte la direction photo, montage, musique, etc. Je pense que c'est comme, c'est quand même pas trop long, musique. Donc, puis ça compte pour décider si un projet est éligible dans une coproduction à être canadien ou pas canadien. Je rentre dans des choses techniques, mais c'est important de savoir parce que ça compte tout le temps et ils vont toujours voir la citoyenneté de chaque personne, puis ça compte. Donc écoute, moi je trouve que c'est intéressant aussi d'aller vers ces postes-là, puis d'autres. Il y a d'autres systèmes de collecte de données dans le monde qui collectent tout le monde. Par exemple, en Angleterre, il y a un système qui s'appelle le système Diamond qui ramasse des données comme ça de les productions. Puis c'est toute l'équipe qui s'identifie. Même chose en Australie, ils font un système qui s'appelle Everyone Project. Ils ramassent à la fin de la production, tout le monde donne leur courriel, puis on ramasse l'information jusqu'au dernier assistant de l'assistante doit tous s'identifier. OK, ça c'est notre façon de faire. Mais souvent, c'est intéressant parce que ce système-là collecte l'information à la fin, quand le projet est déjà fini, pour voir. La chose qui est très différente pour les fonds de médias, c'est qu'on collecte l'information à l'amont, donc au début. Donc vraiment, puis même, on utilise cette information-là, comme je dis, pour voir si si le projet est éligible à un fonds particulier ou à des initiatives particulières. Donc c'est quand même des systèmes différents. Et voilà. J'oublie le dernier point, mais ça va. Trop de questions. J'étais un dernier point, mais j'oublie.
Et non, bah, je pense Non, que j'avais une autre. Quatrième ou cinquième point, mais voilà. Oui, la propriété intellectuelle, c'est juste ça. Ah, la propriété intellectuelle, oui, c'est ça en général. La propriété intellectuelle. Oui, c'est difficile, toi, on dit 51%, puis quelqu'un peut dire 60%, puis quelqu'un peut dire 100%. Je pense que on ne peut pas juste évaluer le projet par l'actionnariat, je pense, et c'est effectivement qu'est-ce que le fonds de médias fait. C'est pas juste compter les actions, puis c'est tout. C'est quand même s'assurer que la productrice ou les producteurs ont effectivement ont été là depuis le début dans le projet, que c'est à eux la démarche de développement de projet. Donc, les analystes peuvent demander d'autres informations pour s'assurer que la personne a vraiment un contrôle effectif du projet, pas juste sur papier. Donc voilà, on fait mieux, c'est mieux qu'on peut. Puis après ça, bon, c'est le papier, mais on a une limite de combien on peut réguler, puis aller avec une loupe à regarder. Je pense qu'il faut quand même, c'est impossible de tout voir à 100%. Je pense que quand même, c'est des règles, on suit. Puis bon, c'est clair qu'il a des conséquences si les gens ne suivent pas les règles, mais je pense que c'est le travail, c'est un travail. Et puis, il ne faut pas oublier que le fonds de médias, c'est une chose différente, c'est que ça finance beaucoup de projets. On parle d'environ 1200 projets financés par année. C'est beaucoup plus. Téléfilm finance peut-être 100 projets par année environ. Donc, c'est quand même un peu massif. C'est un peu... Les projets qui rentrent, est-ce qu'ils ont tous les éléments, prochaine, c'est vraiment un peu... Il faut aller quand même Il y a encore là, les gens prennent beaucoup d'attention à regarder chaque dossier, mais c'est quand même un peu industriel, dans le sens il faut quand même passer 1200 projets qui vont passer vers et recevoir leur argent. Oui, justement, est-ce que tu pourrais nous parler sur un peu la méthodologie de recueil de ces informations? Comment est-ce que vous construisez votre base de données? C'est vraiment un formulaire très exhaustif et après ça donne une sorte de fichiers génériques. Et puis c'est ça un peu les cœurs de l'information, ou est-ce qu'il y a aussi comme un peu, après tu fais des analyses, mais quel est le processus un peu schématique? Oui, mais tout heureusement est en ligne. Dans le passé, tout était papier, puis heureusement, tout rentre dans une grosse base de données. Chaque dossier rentre, chaque projet, donc chaque demande rentre avec une code, puis voilà. Puis les analystes font leur travail, valider les informations. Souvent, ils contactent les producteurs, productrices pour voir s'il y a des questions, des choses qui manquent, etc. Puis tout toute l'information se maintient, puis c'est partagé, donc on est toujours capable de sortir l'information. C'est quand même complexe parce que c'est par année, c'est le cycle d'année, on appelle ça l'année fiscale, puis vous verrez quand vous serez dans le marché des applications, tout ça, tout commence le 1er avril, puis ça finit le 30 mars, donc c'est vraiment un cycle. Donc on a souvent pas toute l'information jusqu'à la fin de l'année, c'est pour ça que c'est un peu difficile de sortir d'informations avant. Et puis voilà, on a accès, comme je dis, ce nouveau modèle, les Persona ID, est connecté avec les formations des données. Donc, on peut quand même aujourd'hui sortir, on peut poser des questions, c'est comme infini, comme le type de questions qu'on peut poser. Combien femmes racisées, francophones ont déposé des projets documentaires en tel... on peut aller très, très, très spécifique avec ça. Donc, on a commencé à peine. Maintenant, je suis en train de faire un peu de la première avec mon équipe, évidemment, notre premier rapport global, et c'est massif, tu as juste un rapport de base sommaire, il y a 120 pages de juste des données comme ça, donc, et c'est pas facile parce que c'est ça, on peut aller rapidement se perdre un peu dans tout ça, mais ça bâtit la base. Mon expérience avec les données, c'est que ça met un peu la base des discussions. Après ça, c'est clair que les données ne donnent pas toutes les réponses, puis il faut faire attention avec les données, c'est clair, c'est aussi de l'art. Donc, c'est pas les chiffres des combien des systèmes de santé, quelque chose de trucs qui sont un peu plus constants, des trucs qui sont l'emploi en général. Dans les arts,
une année qui peut-être il y a plus de personnes d'une communauté qui ont reçu l'argent, puis l'autre année, ils ont moins. Donc, c'est ça la réalité qu'on a, parce qu'on a une seule année maintenant, vraiment des données complètes, puis on s'est rendu compte que c'est très difficile de sortir des conclusions d'une seule année. C'est parce que, est-ce qu'on sait si l'année suivante, ça va... Tu vois, il n'y a pas de tendance. C'est ça la chose pour dire ça. Quand tu commences à avoir des tendances, c'est là que tu peux vraiment prendre plus de décisions. Pour l'instant, c'est assurer qu'on a la base de départ. C'est quand même intéressant, j'avoue, là, c'est voir différentes communautés. Parmi les communautés aussi, parmi les racisés, c'est qui les communautés, parce que les gens ne s'identifient pas juste racisés, s'identifient dans leur communauté particulière. Même chose avec les communautés du LGBTQ, donc les enjeux générationnels ou des enjeux, par exemple, les différences entre les jeux vidéo, puis s'il y a des différences très intéressantes entre les différents domaines. Et même l'âge, toi, par exemple, la question du LGBTQ, ça ne vous étonne pas, évidemment. On voit une variation avec l'âge. C'est clair qu'on a des choses intéressantes à voir. Déjà, juste d'un point de vue purement démographique, mais quand même adapté à notre milieu audiovisuel, des médias. Donc, c'est quand même... C'est un défi, mais je trouve que c'est l'avenir, parce que je trouve que surtout toutes les questions des EDI, donc équité, diversité, inclusion, je pense qu'on a passé une phase de beaucoup de faire des programmes un peu de bienfaisance, on croise les doigts, on espère que ça va marcher, on donne des formations, mais si on ne peut pas mesurer l'impact, je trouve que c'est difficile de tenir à long terme. Et puis aussi pour avoir une discussion objective, non? Si on, comme je dis, cette discussion sur la représentation, c'est quand même complexe. Quand est-ce qu'on se sent qu'une communauté X est vraiment dans un seuil de représentation, c'est des discussions intéressantes. Mais quand tu as les chiffres, ça donne la base. OK, on part de là. OK, qu'est-ce qu'on peut bâtir, on peut faire des études, on peut aller vers la sociologie, on peut voir des études d'audience, on peut aller vraiment dans d'autres directions pour vraiment bâtir un portrait d'ensemble. Ouais. Et pour l'instant, quels sont les défis de ton spécifique, de ton métier, voilà, et pour maintenir la présence de pour peut-être faire grandir ces fonds, ces programmes, dans un pays qui a une politique, déjà un pays qui est énormément fait, où la société est conformée par des migrants, dont leur présence n'est pas toujours là, surtout dans les médias plus massifs, plus mainstream. Et je trouve qu'en effet, les choses ont beaucoup changé et tous ces programmes ont un impact positif pour raconter des histoires, pour se retrouver aux écrans. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour bien mesurer ou pour, voilà, pas seulement crocher la casse, mais dire c'est ça, de manière factuelle, c'est ce qui se passe. C'est très difficile. Tu vois, je pense que n'importe quelle institution, le fonds de médias a un impact, mais ce n'est pas tout. Non? C'est vraiment, on vit dans un écosystème plus large, surtout global. Donc, c'est un moment difficile pour les médias au Canada, au monde, ailleurs qu'au Silicon Valley et peut-être quelques pays asiatiques. Peut-être, c'est pas un temps facile parce que tu vois, la pression, par exemple, des plateformes étrangère est énorme sur les systèmes sur tout l'écosystème audiovisuel et financier surtout, je dirais, parce que donc évidemment un perte d'audience, j'imagine qu'ici il n'y a pas beaucoup de monde qui ont une télé à l'ancienne avec des chaînes avec la pub, là, je pense pas, non. Je vous regarde, j'en doute. Et donc c'est un défi parce que le système a été conçu pour ce type de télévision traditionnelle, puis s'adapter à... Ça va être un défi. Donc, c'est un défi pour tout le monde, incluant... Donc,
ça inclut tout le monde. Donc, ceux qui sont établis, ceux qui veulent rentrer dans le système, les émergents, tout le monde doit faire face à cette situation-là. Donc, on est un monde global. Et avant, le Québec avait un peu un certain privilège parce qu'une production francophone restait quand même locale, puis il y avait toujours un public. Donc, c'était quand même, il y avait un certain confort d'être capable ici. C'était bien, ça a développé une industrie, ça a développé beaucoup de projets. Et là, même ça est un peu un risque parce que toi, les gens, soit c'est parce que les chaînes sont doublées et aussi la jeunesse, les jeunes on peut regarder n'importe quel, en anglais ou en n'importe quelle autre, même d'autres langues. Ils peuvent être branchés, les immigrants peuvent rester branchés sur les chaînes de leur pays, Donc, c'est vraiment un monde assez complexe. Mais à la fois, je pense que, il a quand même une priorité. Je trouve que quand même les Canada modernes ont été construits beaucoup à travers de cette, et surtout dans un grand pays comme le Canada, à travers beaucoup de ces institutions-là historiques comme Radio-Canada, CBC en anglais, d'autres chaînes, la télévision, l'Office national des films. Ça a aidé, veut pas, même si c'est pas tout le monde qui regarde ça, les gens, par exemple, les documentaires, que les gens regardent quand vous êtes au cégep ou à l'école, même à l'université, ça bâtit quand même un sentiment de quelque chose d'identitaire national. Donc, quand tu mets ça en risque, il y a beaucoup de choses qui rentrent en risque. Et si tu ajoutes à ça, donc, une industrie qui a été pendant longtemps pas trop représentative, donc ça exclut, puis ça pas donné un peu la voix à certains groupes. Et puis maintenant, on a besoin d'eux, mais est-ce qu'on a vraiment les moyens pour les intégrer, puis vraiment les offrir un avenir? Tout ça, c'est un jeu maintenant. Mais heureusement, je pense que qu'est-ce qu'on peut dire dans le positif, c'est clair que le gouvernement est en pleine discussion d'une loi, en fait des lois, mais une loi particulière qui a beaucoup d'impact sur le financement audiovisuel. C'est la loi C11 qui a passé l'année passée, puis maintenant c'est en pleine discussion comment. Donc c'est vraiment pour intégrer ces plateformes-là dans le système de financement audiovisuel canadien. Donc ça va avoir beaucoup d'impact. Donc on s'attend en 2024, ça va être une année de beaucoup de changements. Et heureusement, dans la loi C11, il y a du langage très très clair pour vraiment refléter le Canada d'aujourd'hui, disons. Donc vraiment une priorité sur les communautés autochtones avant tout. Après ça, toutes les communautés sous-représentées ou il y a beaucoup de termes, en quête d'équité, donc racisés, communauté de LGBTQ+, handicap. Je pense que toutes ces communautés-là sont quand même bien clairement priorisées dans la loi. Puis là, il faut voir comment la loi va être interprétée dans des règles. Puis voilà, donc on va voir si peut-être en 2025, ces plateformes Syntech, ça veut dire qu'ils vont contribuer, comme les télévisions contribuent au financement de la production canadienne. Donc voilà, donc c'est dans ce contexte-là qu'on travaille. C'est incertain parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis, comme je dis, ce n'est pas juste les décisions du fonds de médias ou d'une institution particulière, même du gouvernement, c'est vraiment l'ensemble de l'écosystème mondial qui bouge. Puis on fait partie, mais c'est un gros système très, très, très complexe. Et puis ajoute à ça intelligence artificielle, ajoute à ça, en tout cas, tout le reste et les autres technologies qui sortent. Ça crée une explosion de choses. C'est un temps intéressant, en même temps, je dis aux gens, en université, à l'école, c'est quand même un beau défi, je trouve. On est à une époque où les gens regardent plus que jamais. C'est clair qu'ils ne regardent pas dans les mêmes plateformes qu'on regardait avant. D'autres manières, d'autres longueurs, d'autres façons de raconter, des récits différents. Donc, quand même. Et je pense qu'on cherche tous des solutions. Donc voilà, si quelqu'un ici a une solution miracle, si vous avez une vidéo qui marche, qui a une idée de certaines façons
de sortir, de se rendre visible dans la grande toile des médias mondiaux. Donc voilà, il y a quand même des possibilités intéressantes. Mais... Absolument. Et je pense que ça aussi dépend de la capacité de négociation de chaque communauté, chaque territoire. Parce que je pense à ce qui se passe, par exemple, avec une grosse politique d'aide aux communautés autochtones au Mexique. Et là, maintenant, c'est vraiment, pour les films documentaires, ils sont sortis, ils ont beaucoup voyagé dans les festivals. C'est vraiment les grands stars de films documentaires actuels au Mexique. Et c'est pas, ils disent, oh, on n'est pas des autochtones, on est Tzotzil, par exemple, parce qu'on est de tel groupe. Et donc, il y a des choses magiques qui sont en train de se passer. Pourtant, il y a des plateformes qui arrivent et qui disent « Ah, maintenant, on va faire une série avec telle et telle communauté et on va vous signer. » Et ça, c'est un peu compliqué parce qu'il faut quand même aussi un peu protéger par cette propriété intellectuelle. Et d'une manière plus locale, voilà, que pas laisser des façons plus extractives, non, des modèles extractifs pour tirer profit de cette diversité aux groupes davantage qui ont été toujours là et qui continuent à l'être, ou aux nouveaux acteurs comme les plateformes. Et donc, merci beaucoup pour toute cette partie. Je voudrais maintenant poser que notre cher public peuvent prendre la parole pour poser des questions ou partager des pensées. Si ça vous tente. On a parlé beaucoup, donc voilà. Moi, j'ai une question. Ma première question peut-être beaucoup mieux à la fin, parce que c'est comme... On commence par la fin en tout cas. Mais merci beaucoup pour ton travail, Diego, qui est extraordinaire, au cœur d'une institution aussi si puissante et dans un contexte où la représentation de personnes en quête d'équité, ça me plaît beaucoup comme terminologie, qui n'était pas si priorisée dans le financement ou même dans la représentation, etc. Donc il y a eu beaucoup de discussions dans ce sens. Mais moi j'ai une question plutôt connectée avec peut-être tu parlais de différences générationnelles et ça m'intéresse beaucoup parce que il y a une composante très importante de track record ou d'expérience dans l'industrie où comment il faut montrer qu'il y a que l'institution, que le projet, pas juste seulement le projet est important au sein de différentes communautés racisées ou de la diversité ou en quête d'équité, mais il faut aussi avoir une traçabilité, non? Une expérience avant comme bâtir ton expérience pour être capable d'être... Track record, comme exactement. Donc, de point de vue des générations, il y a une grande différence entre les nouvelles réalisateurs, réalisatrices et ceux qui sont déjà là depuis longtemps. Et numéro 1. Numéro 2, il y a aussi, je connais plusieurs, et j'ai aussi entendu dans différents panels, surtout pendant le contexte de pandémie, juste quand tous ces nouveaux financements ont commencé, comme il y avait beaucoup de résistance c'est comme l'avocat du diable, ma question, de point de vue de personnes qui ont travaillé beaucoup, même tu peux te sentir un peu en solidarité ou être entre les deux, l'institution qui commence ce projet-là et toi en tant que réalisateur qui avait de la difficulté peut-être de surmonter tous les obstacles, surtout en tant qu'immigrante, en tant que personne qui ne parlait et comme langue maternelle aucun des langues officielles de ce pays. Comment s'insérer dans son et développer une capacité de demande de subventions qui est complètement différente à ton travail créatif en tant que scénariste, par exemple. C'est l'expérience de beaucoup de cinéastes, de réalisateurs, réalisatrices de médias au Canada. Donc, dans ce sens, il y avait des gens qui disaient « Moi, je ne veux pas comme le financement spécialisé. Depuis 20 ans, je suis en train de lutter pour quelque chose. Je veux juste... une compétition, une concurrence égale, disons, égale, en guillemets. Exactement. Pas le financement pour les autres.
Et je le mets entre guillemets. Donc il y avait un peu de résistance, surtout pas de la part des jeunes et qui sont beaucoup plus, je pense, avec moins d'expérience, donc moins de souffrance aussi dans une industrie qui les discriminait ou qui les mettait de côté. Donc, de point de vue des générations différentes, comment penses-tu que ce type de financement, et aussi, et je vais terminer avec ça, l'idéal, est-ce qu'éventuellement, il y a une représentation vraiment équitative et qu'il ne faut pas un financement de communautés minoritaires, qu'on arrive finalement à l'équité et que la concurrence soit égale. Mais c'est pas, mais il faut, ça va prendre un moment. Ouais. Ouais, ok, encore plusieurs questions. Mais premièrement, oui, premièrement, je dis tout le temps, l'objectif de mon emploi, c'est que l'emploi disparaisse, qu'on n'aurait pas besoin de cet emploi. Non? C'est clair qu'il a toujours avoir besoin des gens qui travaillent, puis s'assurent qu'il a un environnement juste, puis équitatif, puis ça va toujours besoin, mais vraiment d'avoir des aides ciblées à certains groupes devraient, en théorie, être des mesures temporaires. Jusqu'au moment qu'une communauté, on voit qui est un peu, en guillemets, sortie du trou, là, qui n'ont pas d'opportunité, qui manquent d'une représentation devant et derrière la caméra. Mais effectivement, c'est un peu un cercle vicieux parce que si tu n'as pas l'expérience, tu ne vas jamais rentrer. Donc si tu as déjà l'expérience, ça renforce. Donc tu vas être plus sollicité parce que tu as une expérience. Donc comment tu brises ce cercle? Écoute, pour l'instant, c'est clair que le Fonds des médias ne peut pas tout faire. Et la chose la plus importante qui a été faite, c'est financer des programmes, plutôt des organismes qui font la formation, le mentorat. Les mentorats, je trouve que c'est très important. Donc, vraiment, l'accompagnement de ces gens-là qui peut être accompagné sur les plateaux de tournage ou sur la production en général. Et puis, développer de plus en plus un système de solidarité générale. Et là, j'inclus tous les 100%, donc incluant les personnes qui ne sont pas d'une communauté surreprésentée. Je pense qu'avoir une certaine logique d'élargir l'éventail et déjà par l'intérêt culturel, je trouve qu'il y a des intérêts, et je pense qu'on les voit de plus en plus à la télé, les cinémas, c'est en guillemets intéressant. C'est toute une bassin des histoires et des types de personnages, des types de personnes avec qui on peut collaborer, qu'on n'avait pas travaillé avant. Mais effectivement, l'enjeu avec le cinéma puis la télévision, c'est que c'est un peu un privilège. Il faut reconnaître, c'est pas tout le monde qui arrive à ce moment-là, malheureusement, ou par les différentes circonstances, talent, hasard, connexion, travail fort. Donc, toutes les choses mélangées, ça fait que, en général, d'un corps de cinéma comme ici, c'est pas tout le monde qui va devenir une star à Hollywood. Là, c'est vraiment une minorité infime. C'est clair qu'entre tout ça, il a des emplois, il a des travails. Et puis, moi, je dirais ça, heureusement, on est maintenant dans un moment où on a toujours une pénurie de main-d'œuvre. Donc, rentrer, avoir un emploi, pour l'instant, un peu plus facile que peut-être avant, dans le sens qu'il y en a. C'est clair que c'est des emplois pas tout le temps les plus glorieux, mais quand même, c'est un peu ça, c'est rentrer dans le système et tenir, puis faire des contacts. Et donc voilà, donc, du point de vue du Fonds de médias, c'est beaucoup aider ces organismes qui font donc ce travail de prospection, de retrouver ces petits talents qui sont là, peut-être dans une école, qui ont même des gens qui changent de métier, des gens qui viennent d'autres métiers, puis les encourager à venir essayer, à se présenter devant un producteur, productrice, à pitcher un projet, ou à écrire un scénario, ou à collaborer avec d'autres pour faire un petit court-métrage, premier court-métrage. Tout ça, ça se fait, mais ça prend du temps. Et c'est ça que tu dis. On peut faire des choses faciles,
pour changer un peu les chiffres, pour bien paraître, mais les vrais travail, on ne va pas les voir qu'en 5, 6 ans, 10 ans, quand tu vois, OK, souvent ça prend une génération qui a essayé, ça a raté, puis c'est l'autre génération qui continue après ça, puis prend les relais, puis... Et c'est organique parce que c'est de l'art, c'est pas un truc comme mécanique qu'on met ici. L'école de cinéma, j'ai passé par l'école de cinéma, c'est pas parce que tu as passé par l'école de cinéma que tu sors un talent. Il y a beaucoup de variables, c'est quand même un milieu complexe. Et donc c'est ça qui arrive, puis je trouve que, comme tu as dit aussi, les nouvelles générations sont en train de voir d'autres manières de faire. À mon époque, c'était inconcevable de filmer quelque chose, moi, toute seule, dans mon coin. Maintenant, la plupart des gens que je rencontre sont capables de filmer avec audio et surround, puis caméra 4K, puis monter un truc, puis le mettre en ligne, puis être sur Vimeo, puis charger $3 pour le visionnement. Pas pour dire que on gagne notre vie comme ça, mais c'est quand même, toi encore moins, je me mets daté, là, TikTok, tu mets tes vidéos, puis à fur et à mesure, tu commences à développer même un modèle d'affaires derrière ça. Je pense qu'ici, par exemple, au Canada, on a ça, même si on a une pénurie maintenant de la production, le financement, quand même, on a des vedettes, des influencers, des gens qui sont partout au monde, des gens qui... Est-ce que c'est ça l'avenir? Je ne sais rien. Mais ça, c'est juste pour dire que c'est quand même un exploit, c'est un potentiel qui est là. Il s'ajoute à ça des immigrants qui peuvent parler à des gens ailleurs au monde, qui peuvent faire des ponts. Il y a beaucoup de possibilités qui existent là. Et ce n'est pas une fonds de médias ou une institution ou même l'État qui va réguler ce qui va arriver. Mais ces jeunes-là qui ont ce talent-là, qui sont capables de sortir ces idées-là et ont leur propre avantage vis-à-vis une personne d'une certaine expérience qui a fait ses preuves. Moi, je suis plus à l'école de faire un documentaire que j'ai fait un documentaire. Je prends 5 ans pour faire un documentaire. J'ai fait un qui m'a pris 8 ans pour faire un documentaire. Bâtir la recherche peu à peu, puis un peu d'argent, puis j'avais besoin d'une équipe, puis embaucher l'équipe. Il y a une valeur à ça, je ne dis pas qu'il y a une valeur à ça, puis c'est des films qui sont différents, c'est des films autres. Mais aujourd'hui, si tu arrives et tu as ton propre équipe, tu peux faire ça, ton Vimeo est plein de vidéos intéressantes, tu as aussi un avantage, toi. Donc, c'est juste pour dire qu'il y a même une transition générationnelle très avancée. Si tu ajoutes, comme je dis ça, l'intelligence artificielle, donc être capable d'utiliser les nouveaux outils pour la scénarisation, même maintenant de plus en plus pour la post-production, tu peux faire des trucs effrayants, l'animation, tu peux des choses qui étaient inconcevables il y a quelques années. Donc, je trouve que c'est un milieu en pleine évolution. Il y a des contraintes, il y a des sous, et puis le financement est différentes, mais c'est intéressant. Je trouve que quand même, c'est excitant pour un jeune. Mais la dernière fois, excuse-moi, je veux juste prendre ça pour bâtir une autre idée que tu avais aussi soulevée. C'est un peu là. Mais c'est clair que quand on parle de résistance, les problèmes souvent que, juste pour parler de ça, on rentre dans le fameux woke, anti-woke. On rentre dans cette discussion-là qui souvent est comme, oh là là, c'est comme... Et dans un climat de polarisation, tout ça, c'est très compliqué. Mais à la fois, c'est un peu je sens souvent c'est une lutte aussi générationnelle. Je trouve que notre jeunesse, moi j'ai une fille de 18 ans, puis les choses qu'on pense hypersensibles maintenant sont, j'imagine pour beaucoup de gens dans le public, des trucs de genre, des personnes de la couleur de la peau. C'est des choses qui sont un peu comme d'une autre époque, un peu comme on a comme envie de passer à autre chose, mais à la fois un système qui se méfie de ça, puis qu'est-ce qu'on essaie, comme tu avais dit avant, ah oui, mais il faut travailler, nous on a travaillé dur, tu ne peux pas juste te donner ça comme un cadeau, que tu reçois ça. Et puis c'est une réalité, en même temps, je pense qu'il faut être juste attentif, il faut être à l'écoute aussi, il faut respecter effectivement, comme tu as dit, les gens qui ont l'expérience.
on vit quand même dans un milieu où, au Québec, on est quand même majoritairement blanc, francophone. Et puis c'est la réalité, on ne va pas changer la démographie. Puis c'est normal que ça soit, en guillemets, reflété aussi dans les écrans. Donc on ne va pas aller dans l'extrême de dire oui, on va qu'il y a des projets qui sont tout le monde sur l'écran à couleur de peau différente. Il faut quand même relativiser puis respecter la logique quand même du lieu puis être en dialogue avec tout le monde. Vraiment, les communautés ici, historiquement plus anciennes. Moi, je dis, la seule chose, c'est quand même avec le respect des Autochtones. Je pense que la question autochtone, c'est très, très important parce que c'est surtout dans le temps récent au Canada, c'est quand même très, très important de ne pas oublier, de ne pas négliger le fait qu'on est sur un territoire non cédé, puis qu'il y a un historique quand même assez grave, une dette culturelle à pallier, qui est comme un peu la base de toute discussion. Puis autant qu'on est d'accord sur ça, je pense que le reste, on est tous des arrivés ici, puis on essaie de trouver une façon de travailler ensemble. En tout cas, j'ai arrêté là. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi vous? Oui. Je voulais savoir, vous avez parlé de la loi C11, parce que c'est une loi que j'ai étudiée en cours, mais de manière très théorique, et du coup, ça m'intéresserait de savoir concrètement comment vous, ça peut vous influencer votre métier, si ça a changé des choses ou pas encore, et comment vous voyez la collaboration du coup avec les plateformes au Canada. Okay. Je suis une petite fourmi dans une grande fourmier pour cette question-là. C'est une loi qui est très importante, qui va avoir plutôt que sur moi, sur vous. Là. Ça veut dire à quel point cette plateforme vont contribuer financièrement et de façon active à la création de projets canadiens. Là, même déjà le concept, qu'est-ce que c'est une production canadienne? Parce que si tu demandes la question à une plateforme, souvent ils vont dire on fait déjà beaucoup de production canadienne, mais c'est là on rentre dans les détails, propriété, droit, est-ce que les sujets, est-ce que c'est les personnes qui travaillent derrière la caméra? C'est déjà une des questions importantes que la CRTC, donc la commission doit décider, c'est qu'est-ce que c'est canadien, qu'est-ce que c'est être un contenu canadien. Et ça c'est en train de discuter maintenant. Après ça va être les règles. Les règles vont dire probablement quelque chose comme un pourcentage des profits de ces profits qui font ces plateformes au Canada doit aller dans un fonds ou des fonds pour aider le financement des productions canadiennes. Et ça, c'est aussi à suivre. On ne sait pas c'est quoi ces règles-là, quel pourcentage, à quel fonds. C'est clair que le fonds des médias est bien placé. C'est le fonds, les fonds, en fait, je n'avais pas dit ça au début, comment s'existent ces fonds-là des 360 quelques millions de dollars, c'est tous les câblodiffuseurs du Canada doivent donner 5% de leur chiffre de leurs bénéfices, de leurs profits à un fonds commun pour aider à la production. Ça, c'est environ 50 quelques pourcents, plus de la moitié. Puis l'autre partie vient de l'État, du fédéral. Donc c'est pour ça que c'est un partenariat les deux. Mais le fonds des médias reste un peu autonome quand même. Il dépend beaucoup de l'État à cause de tous ces finances-là. Puis ces financements viennent avec des règles, donc de comment on peut utiliser l'argent. L'idée, c'est que donc, cet argent-là qui vient de ces câblodiffuseurs canadiens va, dans l'avenir, aussi avoir l'argent qui vient de ces plateformes. On ne sait rien, hein, théoriquement. Parce que sûrement, ils vont dire aussi, effectivement, une partie déjà, on fait déjà ça dans nos productions, donc peut-être ils vont accepter qu'une partie soit directement leur financement au projet qu'ils financent directement. Tout ça, c'est un jeu maintenant, et c'est pour ça que c'est important pour vous de suivre un peu. C'est un peu lourd, suivre des règles. Moi, je l'ai vécu en novembre, c'était toutes les audiences publiques pour discuter pour vraiment soumettre des idées à la commission. Puis, donc, j'ai passé 3 semaines à voir la chaîne du Parlement,
des gens parler, mais c'est quand même, quand tu sais un peu qu'est-ce qui est en jeu, donc tu vois que les communautés autochtones viennent à défendre ces droits, les autres, les privés, les publics, les autres aussi, les plateformes étaient là aussi présentes, Netflix et tous les autres à défendre leurs points. C'est très intéressant, c'est une discussion. Mais on ne sait pas où ça va se rendre. Mais c'est clair que ça va changer les règles de jeu. Puis pour toute la question des diversité, équité, inclusion, le fait qu'il a une certaine priorité qui est mentionnée dans la loi, mais qui n'est pas chiffrée. Donc la loi dit qu'il faut représenter tous les Canadiens, notamment les peuples autochtones, les autres. Mais il n'y a pas de chiffres, quel pourcentage, quelle mesure, donc c'est vraiment juste les grandes lignes. Maintenant, on est en train de voir qu'est-ce qui est dans la pratique, qu'est-ce que ça veut dire. Donc, oui, donc je pense que ces décisions-là vont arriver d'ici à 2025. Sincèrement, je pense que le CRTC fait le mieux pour accélérer la chose aussi, parce qu'il veut sûrement faire ça avant les élections. C'est important pour eux de faire ça avec le même gouvernement au moins pour assurer que tout ça soit réglé. Mais sincèrement, je ne peux pas vous dire plus que suivre les nouvelles et puis comprendre que ça va avoir un impact surtout si quelqu'un ici, j'imagine que certains d'entre vous qui souhaitent faire la réalisation, la production des contenus en général dans l'avenir, ces règles-là vont dicter un peu comment ça va être fait dans l'avenir, donc importante. Ouais. Merci. D'autres questions peut-être? Non, ça va. Tout le monde a faim. Ah, tiens, non, question. Hey! S'il vous plaît. Bonsoir, monsieur. Moi, j'ai une question. Quand j'ai regardé votre présentation sur l'affiche, j'ai vu que vous étiez producteur pour les médias de télévision. Donc, moi, je suis étudiant en maîtrise. Et j'ai comme sujet de recherche, enfin, celui sur lequel je vais travailler, création des productions pour les chaînes de télévision. Ainsi que les plateformes, peut-être. Donc, je suis toujours dans ce désordre intellectuel-là et j'essaie d'arranger, voir comment je peux essayer de faire ça. Donc, ma question est c'est comment vous, en tant que producteur et ayant une expérience dans ce domaine, voyez-vous l'avenir de la télévision traditionnelle par rapport aux plateformes de diffusion maintenant que nous connaissons? Est-ce que les chaînes de télévision ont de la chance d'exister encore dans je ne dirais pas le futur lointain, mais dans un futur relativement proche? Super question. Je pense que tu as aussi tes propres recherches, mais écoute, je ne suis pas une magicienne, je ne peux pas lire l'avenir, mais on sent déjà la pression, forte pression, donc la transition, surtout des auditoires. Donc c'est vraiment l'audience qui dicte. Comme je dis avant, surtout le Québec avait certains privilèges d'avoir une langue, donc autant qu'il était produisait dans le français, puis avec des vedettes. C'est une autre chose importante à pointer au Québec, ça tenait depuis longtemps autour d'un noyau de vedettes je ne sais pas si vous voyez dans la télé québécoise, mais je ne sais pas si ça arrive des fois de voir la télé d'ici, mais c'est quand même, on a quelques figures, quelques visages qui reviennent, et puis pendant longtemps, ça a assuré une stabilité au système. Donc autant qu'il y a une histoire qui est francophone, qui interpelle, quand même bien fait, puis avec les temps, quand même, ça a développé des grands talents ici, des réalisateurs, réalisatrices, des scénaristes. Et puis ces vedettes-là, puis le français, ça faisait un peu un îlot ici, une île tranquille pour la production. Donc un producteur, productrice au Québec, pendant longtemps, était assez stable. Le reste du Canada, c'était quand même plus dur, parce qu'évidemment, pour une production à Toronto, en anglais, versus une production américaine aussi en anglais, se distingue n'est pas facile. L'avantage, par contre, donc il y a un avantage du réseau anglophone, c'est qu'il peut, si tu produis un projet en anglais qui est un peu neutre, puis les Russes sont un peu comme pas trop, tu n'as peut-être trop des noms des villes, etc. Ça, dans le marché international, ça peut passer par la production américaine, qui est quand même
productions qui vendent un peu la première vente facile. Malheureusement, on vit dans un moment où l'anglosphère, la production anglo-saxonne est quand même tellement dominante. C'est malade, non? Plus que jamais. Donc, avantage, désavantage. Donc, côté anglais, tu produis, ton public n'est pas là, mais si tu as un peu de stratégie, tu peux aller dans le marché international puis trouver des vendeurs. Tu vends en Asie, ça a l'air d'Amérique du Nord. On achète comme américain. Les marchés francophones à l'international, plus dur. C'est plus difficile avant, c'est un marché plus restreint. Donc, on dépendait beaucoup plus de la consommation locale. Ça fait aussi ces effets pervers, positifs et pervers. Positif, comme je dis, ça développe une culture, ça développe même l'identité, on dirait quasiment québécoise, toute l'identité nationale québécoise et sort en même temps que la télévision se développe vraiment à son sommet. Donc, c'est un outil très important culturel, et pas juste la télévision, les arts, mais je veux dire, avec les technologies de l'époque. Donc, c'est quand même, ça donnait des avantages. Pour revenir à la question, aujourd'hui, c'est pas facile pour les petits producteurs et productrices. Donc, on voit qu'il faut s'adapter. Ceux qui s'adaptent le plus, c'est ceux qui réussissent à avoir un pied dans l'international. Quitte à même, des fois, produire, par exemple, des projets en français et en anglais. Quitte à aussi visiter les marchés. Donc, les marchés. Cathy avait mentionné, on s'est rencontrés dans un marché donc, en France. Sunny Side of the Dock, au-delà du nom, c'est en France. Comme bon français, il aime ça en anglais. Puis donc, c'est des places de commerce. Donc, on peut arriver avec une série, avec quelque chose, puis les vendre. Puis, il y a des gens de partout au monde qui, en Europe, c'est intéressant parce que chaque pays pourrait potentiellement l'acheter pour leur marché. Donc, moi, je pense que l'avenir, c'est d'être capable d'avoir un ancrage local, mais une vision globale, puis être à l'écoute. Vraiment, tu vois, je pense que malheureusement, je dirais, une époque de plus d'un cinéma d'auteur, un peu juste, tu es dans ta tête, puis tu fais comme tu souhaites, c'est quand même, ça va toujours exister, puis je pense qu'on va toujours avoir des grands talents qui vont être capables de faire ça, mais je pense que de plus en plus, il faut être aussi stratégique et savoir c'est qui ton public en avance, et comment il consomme, à quelle heure du jour, est-ce qu'il aime les 15 minutes ou les 30 minutes ou 1 heure. Donc, intégrer un peu la connaissance et puis ces données-là, que je dis, les données qu'on commence à produire. Ah oui, regarde, il y a beaucoup de gens de cette communauté qui regardent. Là, je parlais plus de qui produit, mais de plus en plus, tu vas avoir des informations aussi du public. Tout ça, ça te donne la connaissance et quand même être capable, en tant que producteur, réalisation, scénarisation, c'est un peu notre défi, c'est un peu. Mais même à ce niveau-là, être quand même au courant de ce qui se passe au monde. Ce n'est plus assez de connaître ton milieu local. Il faut connaître les tendances, qu'est-ce que ça fait en Corée du Sud actuellement, qu'est-ce que ça fait en Indonésie, qu'est-ce que les téléromans turcs, c'est quoi le format. C'est un peu ça qui arrive. Mais, pour finir là, parce que j'ai eu cette discussion qu'on a avec nos collègues puis nos amis à plus finir, mais je dirais, c'est tellement incertain, le monde, que j'ai tendance à plutôt vous encourager à faire ce que vous aimez. Tu vois? Vraiment, c'est un temps de hausser. Moi, je dis ça avec mes collègues. C'est tellement incertain que tant qu'à faire, on fait des choses que nous, on serait contents de voir nous-mêmes dans les écrans. Puis avec une petite réflexion, peu importe, chacun nos raisons d'être, mais si c'est parler d'un sujet, parler bien de ce sujet, si c'est raconter une histoire complètement flyée, futuriste et sci-fi, faire ça, mais il faut faire au maximum, puis avec l'intelligence de la réalité qu'on vit autour de nous. Puis, mais en même temps, pas être naïf, c'est ça. Donc, rêver, mais pas être naïf. Je pense que les données, s'informer, voyager, parler avec les gens, les réseaux, les associations. Donc, toujours être ça. Mais je pense que c'était toujours comme ça, mais aujourd'hui, c'est juste l'échelle. C'est vraiment international. Ouais. Peut-être juste ajouter un mot
qu'en France, parce que la télé, pendant la pandémie, ça a augmenté, ils ont augmenté leur audience de manière très significative. Et donc, un média qui était un peu à côté pendant des années a vraiment réussi à trouver, à nouveau à revivre et à trouver, basé sur des modèles d'affaires traditionnels, c'est-à-dire la publicité. Et donc, après les plateformes, Netflix et les autres, ils ont dit, on va recommencer à reprendre ce modèle d'affaires de la publicité. Donc, et aujourd'hui, les fonds de médias du Canada, les fonds plus importants du pays, pourraient donner $1 million chaque jour aux différents projets. Et les sources, ça vient des câblodiffuseurs. Donc, je dirais que ce n'est pas du tout mort, la télévision, et que c'est de plus en plus hybride, et qu'il y a cette tendance aussi de l'acquisition de droits, non, au niveau de production. Dans les marchés, on achète des droits de diffusion et à travers des sessions, etc. Mais il y a une tendance aussi à créer des autres formats, par exemple, des droits pour faire à partir de tel et tel scénario, une version en podcast ou un audio-livre, une version sur une bande dessinée. Et tout ça, c'est la propriété intellectuelle qui est reliée par rapport à un seul produit à l'origine qui peut être commercialisé et qui a une vision plus transmédia de côté de Henry Jenkins et qui a été exploré dans les années 2000-2010. Et donc c'est ça, on n'a pas de boule pour voir le futur, l'avenir, mais ça fait partie des tendances. Oui, c'est mon point, parce que j'ai parti ailleurs, mais c'est clair que les télés vont durer longtemps, je pense. Toi, on a un système, au moins au Canada, où les systèmes, quand même, un financement qui va rester, puis des générations. Toi, ça marche toujours. Ça marche un peu moins, puis on voit la tendance vers les bas. C'est quand même, on n'a pas une tendance de croissance au niveau de télévision traditionnelle. Mais ça va prendre très longtemps de disparaître. Je ne pense pas que ça va disparaître, ça va transformer vraiment à la fin, va être, je pense, un peu être agnostique. Au fond des médias, souvent on parle de ça. On va être un peu agnostique des plateformes. On produit des contenus qui peuvent se présenter dans différentes plateformes. Et j'inclus dans les plateformes salles de cinéma, téléphone, télé traditionnelle, streaming. Donc, ça va être la réalité. Puis souvent, tu vas être obligé à combiner ces financements-là, puis des fois à créer des versions des mêmes produits pour différents écrans, puis différentes réalités. Ça, c'est clair. En tout cas, bon, bien. Bien, dernière question, ou c'est fini? Les gens ont faim, voyons. Les gens ont faim. Pauvres. On va faire les soupers. Merci beaucoup d'être venu et à bientôt. Merci.